Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 juillet, l'Espagnol Luis Enrique, 53 ans, a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en remplacement de Christophe Galtier. Ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, 62 sélections en équipe d'Espagne, ex-entraîneur du Barça et de la sélection nationale, Luis Enrique n'est pas encore connu du grand public en France, mais il est une star en Espagne où sa personnalité clivante fait régulièrement l'actualité. Qui est Luis Enrique ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec François David, correspondant du Parisien et de RTL à Barcelone depuis 2008. François David qui est de passage à Paris. Le mercredi 5 juillet, au campus PSG à Poissy, dans les Yvelines, Luis Enrique, 53 ans, est face aux journalistes. Bonjour, tout d'abord, je vais remercier le club, le président. Conférence de presse de présentation. À ses côtés, il y a Nasser El Khelaifi, le président du club. François David, il est comment, Luis Enrique, ce jour-là ? Il est souriant, il commence sa conférence de presse en français. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Sa femme a longtemps étudié le français au lycée français de Gava, une petite ville où il vit. Il promet que les joueurs vont bien se comporter, vont beaucoup travailler. Lui, il promet aussi qu'il va s'impliquer à fond dans le projet parisien. Et surtout, lâche la pression du fait que le Paris Saint-Germain est obsédé par gagner une Ligue des Champions, que lui a gagné. C'est une première approche positive et je crois qu'il a laissé déjà une très bonne première image. François David, dans cet épisode de Code Source, on va voir comment Luis Enrique est arrivé à ce poste. Vous allez nous résumer son itinéraire. Luis Enrique est né le 8 mai 1970 à Riron, dans les Asturies, sur la côte atlantique. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? Alors c'est une enfance classique, on est à la fin du franquisme. Il est élevé dans une famille assez croyante. Il a un frère, une sœur et une enfance stable, des parents stables, une bonne éducation. Il commence pas par le foot tout de suite, il commence par le basket, c'est sa vraie passion, le basket. Mais il se rend compte assez rapidement qu'il n'aura pas les mensurations physiques pour être un grand joueur de basket. Donc il se met au foot, on se rend compte qu'il est vraiment bon. Il intègre l'équipe des jeunes du Sporting Gijón qui est son vrai club de cœur. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement pour qu'on puisse se l'imaginer pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ? Des yeux très profonds, très noirs, une petite barbe avec des cheveux un peu grisonnants. Il est très musclé, très sec. On sent un chef, quelqu'un avec du charisme et à qui on la fait pas. Il est professionnel d'abord à Riron à partir de 1989. C'est quel type de joueur ? Alors il a 19 ans, c'est un joueur fougueux. Il joue attaquant. Il intègre l'équipe première après avoir fait une fantastique année en équipe réserve où il met 20 buts. Et là, l'entraîneur de l'équipe première le remarque et dit « Bon, je vais te faire jouer avec l'équipe première ». La première année, déception pour lui, il ne joue qu'un seul match et il commence vraiment son envol au cours de la saison 90-91 où là il enchaîne 17 buts avec l'équipe première. Il a 20 ans et il se fait remarquer par l'un des très grands clubs espagnols et même mondiaux, le Real Madrid. Il intègre le Real Madrid pour la saison 1992-1993. Il est aussi sélectionné en équipe nationale espagnole. Il portera 62 fois le maillot de l'équipe d'Espagne. Et en 1996, il crée la sensation en quittant le Real Madrid. Il finit son contrat avec le Real Madrid et 2 jours après, il signe au FC Barcelone, ce qui est un choc en Espagne. Évidemment, on parle de 2 rivaux les plus importants de l'histoire du football, le Real Madrid et le Barça, le fameux classico qui sont suivis par des millions de spectateurs dans le monde. Ils sont très peu, ils sont 10 simplement dans l'histoire, les joueurs qui ont porté les 2 maillots. Donc lui, Luis Enrique avait été pris en grippe par le public du Real Madrid. Il expliquera par la suite qu'il avait été assez frustré parce qu'au Real Madrid, il ne jouait pas attaquant. Il jouait défenseur latéral droit, ce qui est une position assez ingrate pour un joueur de son tempérament et de son calibre. Et au Barça, on lui propose d'intégrer l'attaque aux côtés d'un certain Ronaldo, le grand Brésilien, et tout de suite il signe et on lui donne évidemment plus de considération au Barça. D'un mot, au Barça, il brille ? Il brille énormément. Il retrouve sa position d'attaquant. En moyenne, au Real Madrid, il mettait 2 buts par saison. Là, il en met 17 sa première année. Et surtout, il joue avec des grands joueurs autour de lui, avec Ronaldo Nazario. Et il brille en Coupe d'Europe. Luis Enrique, Guardiola. Il bat d'ailleurs le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe des Coupes
en 1997. Le Barça remporte donc cette Coupe des Coupes. Et il s'avère un joueur incontournable et adoré par le public du Camp Nou, par son caractère, par sa technique, par ses buts. Sa proportion aussi à jouer collectif. Là, en tant que joueur, il se construit une expérience énorme. Non seulement il côtoie des grands joueurs, mais il côtoie aussi des grands entraîneurs. On pourrait penser à Louis van Gaal, qui a été entraîneur de la sélection hollandaise, et surtout José Mourinho, qu'il connaît là-bas au Barça, qui est entraîneur adjoint, et il apprend avec le Portugais comment se comporter avec les médias, comment parler aux joueurs. Il refuse de prolonger au Barça, il a 34 ans, il refuse aussi de revenir au Sporting Gijón, son premier club. Lui dit « Je suis honnête avec les clubs, je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus rien donner pour le football, je suis cuit et je vais penser tout de suite à ma carrière d'entraîneur ». À partir de 2008, il devient donc entraîneur. Il coach d'abord l'équipe bis du Barça, 3 saisons, puis il part en Italie, à l'AS Roma. Mais ça ne se passe pas très bien, François David. Ça se passe pas très bien, peut-être vu de l'extérieur, mais il arrive dans un contexte compliqué, avec un changement d'actionnaire, changement de président, on lui enlève 8 joueurs. Il essaye de mettre en place des choses qu'il a apprises au Barça, mais il se met en conflit avec une légende locale qui est Francesco Totti, qui est le capitaine de l'AS Rome, qu'il critique ouvertement dans les médias. Et finalement, les choses s'arrangent. Il parle avec Totti, lui trouve une position dans son nouveau système de jeu. Et là, les relations sont meilleures. Mais alors qu'il avait signé un contrat de 3 ans, il part après sa première année parce qu'il n'en peut plus. Il a tout donné. Il dit d'ailleurs à la fin de sa conférence de presse où il annonce son départ qu'il va prendre une année sabbatique parce qu'il est complètement vidé. En mai 2014, Luis Enrique est nommé entraîneur de l'équipe première de son 2e club de cœur après le Sporting Gijón, le FC Barcelone. Oui, il est choisi pour incarner le nouveau projet suite à une très très bonne saison qu'il a faite au Celta Vigo, au nord de l'Espagne, où il finit 9e avec une équipe assez peu compétitive. Et surtout, il marque les esprits en gagnant face au Real Madrid, ce qui empêche le Real Madrid de devenir champion. Et il donne ainsi indirectement le titre au FC Barcelone. Donc ça plaît énormément. Et il est choisi pour incarner un nouveau projet. Le Barça, depuis le départ de Pep Guardiola, patinait un petit peu, ne savait pas trop où il allait. Et le Barça trouve son homme charismatique en la personne de Luis Enrique. Et donc il est comment en tant qu'entraîneur ? Il est omniprésent, mais tout en donnant une certaine liberté aux joueurs. Beaucoup d'entraîneurs pourraient se cacher et laisser jouer toutes les stars. Lui, non. Il aime bien aussi superviser tous les entraînements avec une passerelle où il observe ce qui va se passer. Il utilise des fois un mégaphone pour se faire bien entendre. Il a un staff très élargi où chacun est spécialisé, mais lui, c'est le grand chef d'orchestre. Il coordonne tout pour que la sauce prenne. En janvier 2015, il n'est pas satisfait du comportement de l'attaquant star du Barça, l'Argentin Léo Messi. Alors on est le 2 janvier 2015. Messi vient juste de revenir d'Argentine, où il a passé les fêtes là-bas. Et le Barça doit jouer 2 jours après face à la Real Sociedad, qui est une de ses bêtes noires, une des équipes qu'il n'arrive jamais à battre. L'entraînement se passe pas bien. Lui, il est arbitre de un petit match que les joueurs jouent entre eux. Il y a une faute sur Messi qui n'est pas sifflée par Luis Enrique. Et là, le ton monte entre les deux. Messi commence à l'insulter devant tout le monde. Luis Enrique se tait dans un premier temps, mais au bout d'un moment craque et il lui renvoie aussi ses 4 vérités. Et la sanction tombe. Messi, pour la première fois de sa carrière, va être remplaçant lors d'un match. La presse le sait, quelques heures avant. Et effectivement, confirmation, Lionel Messi débute le match face à la Real Sociedad le 4 janvier 2015 sur le banc de touche. Scandale en Espagne. Messi entre pendant la rencontre, le Barça perd le match et quelques heures après, Luis Enrique vient parler à Lionel Messi. L'échange est direct et franc. Luis Enrique répète à Messi que c'est le meilleur joueur du monde, mais que pour retrouver tous les titres qu'il avait eus avec Pep Guardiola quelques années avant, il va devoir le suivre et suivre ses préceptes. Messi l'accepte et à partir de là, la machine va s'emballer et le Barça va être inarrêtable. Cette année-là, le Barça de Luis Enrique signe une saison record. Une saison historique où le Barça remporte la Liga, donc le championnat d'Espagne, il remporte la Coupe d'Espagne, l'équivalent de notre Coupe de France, et surtout la Ligue des Champions. Le coup d'envoi de cette 60e finale de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça. Qui lui échappait depuis 4 ans, avec un jeu extraordinaire, avec une montagne de buts. Avec Messi, l'arrêt de Buffon et le but. C'est suivi par Luis Suarez. Et surtout la formation d'une attaque historique que l'on surnomme la MSN,
composé de Messi, c'est le M, de Luis Suarez, un attaquant uruguayen racé qui est le S, et Neymar, qui est le N. Et cette attaque historique va détruire toutes les défenses en Europe et amener le Barça à cette Ligue des Champions. Le Barça est champion d'Europe avec ce but de Neymar. Ça fait 3-1 et pour la 5e fois de son histoire, le FC Barcelone est sacré champion d'Europe. Il n'y a plus de suspense désormais. Pendant la saison 2016-2017, le Barça de Luis Enrique joue contre le Paris Saint-Germain de Cavani ou encore Di Maria en Ligue des Champions en 8e de finale. Le match aller se déroule le 14 février au Parc des Princes et c'est très compliqué pour les Catalans. Oui, le jour de la Saint-Valentin. Le Barça est étrié au Parc des Princes. Cavani, oui, magnifique. Il manquait plus que lui. 4-0. C'est terminé sur une copie parfaite. Une équipe de Titi parisien a donné la leçon au quintuple champion d'Europe. C'est bien simple, on ne reconnaît pas le Barça. Et les spectateurs en Espagne et les commentateurs disent carrément que c'est le Paris Saint-Germain qui joue comme le Barça ce soir-là. Et une défaite 4-0 qui laisse peu de chance finalement au Barça pour le match retour. Ils doivent remonter 4 buts. Comment réagit Luis Enrique après ce naufrage ? Il dit quoi ? Alors publiquement, en conférence de presse, il admet la supériorité ce jour-là du Paris Saint-Germain. Il confirme que le PSG a été bien plus fort. Et en coulisses, c'est assez spécial. Il y a eu une altercation avec un journaliste de la télévision catalane. Ils en viennent presque aux mains, il faut 3 personnes pour les arrêter. Il critique ouvertement le journaliste en disant qu'il n'a rien compris à ce match-là, que lui a essayé de faire des choses et que lui s'y connaît beaucoup plus en football que le journaliste. Donc ça passe assez mal, on met ça sur le compte de la frustration. Mais cet épisode-là, effectivement, choque beaucoup de personnes en Espagne. Malgré tout, après cette défaite, Luis Enrique ne veut pas baisser les bras. Publiquement, il dit « Si jamais on a été capable de mettre 4 buts au Real Madrid, dans un match joué en novembre, on est capable de mettre 6 buts au Paris Saint-Germain. » Donc il commence à mettre l'idée que l'exploit est possible. Deuxième chose, il change de tactique. Fini le sacro-saint 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants, où le Barça a toujours joué de cette manière. Il change. La mayonnaise prend. Le Barça joue 3 matchs de championnat. Ils mettent 13 buts, ils en encaissent que 2. Donc les joueurs ont confiance dans ce système. Et surtout, il a été critiqué énormément suite à ses défaites au Parc des Princes. Il dit « Cette saison va être la dernière pour moi. J'arrête à la fin de la saison. Sous-entendu, je suis là, vous allez devoir faire avec moi et on va aller ensemble au bout. » Le match retour, ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions, se dispute le mercredi 8 mars à Barcelone, au Camp Nou. François David, vous êtes sur place pour Le Parisien et pour RTL. Vous commentez ce choc en direct. On a senti quelque chose d'électrique avant le match. Et le match va se dérouler comme dans un rêve. La tête de Luis Suarez. Et bien voilà, dès les premières secondes de jeu, le Barça enclenche la remontada. Le Barça va mettre 3 buts en 10 minutes face au Paris Saint-Germain totalement liquéfié. Messi pour ce penalty en puissance. 3-0 pour le Barça, 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Paris est au bord du précipice, Barcelone est un but du miracle, incroyable. Et le dernier but dans les arrêts de jeu qui scelle la victoire du Barça. Sergio Roberto, incroyable, 6-1 pour le Barça. Est ressenti comme un mini tremblement de terre. Et je pense, moi, à ce moment-là, que je viens de vivre un moment historique en direct. Score final 6-1. À la surprise générale, le Barça élimine le PSG. Comment réagit Luis Enrique après cette victoire qu'on va appeler la remontada ? Il dit que les joueurs sont allés chercher cette victoire-là, qu'ils ont mis les moyens et que c'est peut-être le plus beau jour de sa vie en tant que coach. Cette année-là, le Barça se fait sortir à l'étape suivante, en quart de finale, par la Juventus Turin. Il quitte le Barça comme il l'avait promis à la fin de la saison, mais avec un très bon bilan finalement. 9 trophées, dont la Coupe d'Espagne cette année-là. François David, en juillet 2018, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale espagnole. Cette nomination ne fait pas l'unanimité au départ. Ça ne fait pas l'unanimité malgré les bons résultats au Barça, malgré la compétence que l'on sait de Luis Enrique. On aime ou on déteste Luis Enrique. En l'occurrence, au Barça, on l'adore. À Madrid, on l'aime beaucoup moins. On l'a dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour aller au Barça. Et la presse madrilène, qu'il n'a jamais trop aimé, commence à contester du fait qu'avec ce personnage-là, l'Espagne n'ira jamais loin parce que c'est un personnage qui va diviser.
En mars 2019, pendant un rassemblement de l'équipe d'Espagne qu'il dirige, il apprend que sa fille de 9 ans souffre d'un cancer. Oui, on est à Malte pour la qualification pour l'Euro 2020 qui se déroulera en 2021 à cause de la pandémie. Priorité à la famille, il quitte le rassemblement de l'équipe d'Espagne, retourne dans sa maison vers Barcelone pour être évidemment au chevet de sa fille. Luis Enrique se met en congé de son poste de sélectionneur pour se consacrer à sa fille. Il est remplacé par son adjoint et le jeudi 29 août 2019, il annonce sur Instagram la mort de sa fille Chana. C'est un choc à 9 ans évidemment, après des mois passés à son chevet. Il remercie tout le personnel hospitalier de Barcelone et il dit que maintenant il va se tourner vers l'avenir. Il dira après qu'il a beaucoup lu dans cette période-là, beaucoup lu sur la mort. Sergio Ramos, qui est à ce moment-là son capitaine en équipe d'Espagne, prend la parole au nom du groupe en lui disant que toute l'équipe sera évidemment derrière lui. À la fin de l'année 2019, il veut reprendre son poste de sélectionneur, mais son adjoint, qui a donc assuré l'intérim, n'est pas d'accord. Un certain Robert Moreno, qui a été son adjoint, qui a été son meilleur ami, qui l'a suivi au Barça, et qu'il a pris avec lui pour entraîner l'équipe d'Espagne. Robert Moreno est nommé 2 mois après le départ de Luis Enrique officiellement, et Robert Moreno ne veut pas lâcher son poste. Il dit j'ai aidé l'Espagne à faire les qualifications, je veux jouer l'Euro, et après, si tu veux, Luis Enrique, je redeviendrai adjoint. Luis Enrique refuse évidemment. Il s'entretient directement avec Robert Moreno chez lui à Barcelone et convoque le jour d'après une conférence de presse où il explique ce rendez-vous. Et il dit, ce personnage-là, je peux le comprendre, parce que moi-même, je suis ambitieux, mais jamais je ne pourrais faire ça à quelqu'un, surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Il parle de personnage déloyal et il ne lui pardonnera jamais. Luis Enrique a récupéré sa place. En mai 2021, pour le championnat d'Europe 2020, disputé dans 11 villes européennes, Luis Enrique ne sélectionne pas un joueur du Real, une star, le capitaine Sergio Ramos. Une légende, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui n'a pas fait une bonne saison avec le Real Madrid, qui a été beaucoup blessé. On sait qu'il ne va pas prolonger au Real Madrid et Luis Enrique considère qu'il est sur la pente descendante et qu'il préfère même choisir un Français, Aymeric Laporte, qui était nationalisé espagnol, pour jouer en défense centrale. Au-delà de ça, il ne sélectionne aucun joueur du Real Madrid. Il assume, il dit, avec ce groupe-là, j'irai à la vie, à la mort. Ce sont mes choix et je les assume. Et évidemment, ce choix est mal vu par la presse de Madrid. Luis Enrique est donc à la tête de l'équipe d'Espagne pour le Mondial 2022 au Qatar, disputé du 20 novembre au 18 décembre. Le mercredi 23 novembre, son équipe survole le Costa Rica 7-0. Le dimanche 27 novembre, l'Espagne va jouer contre un gros morceau, l'Allemagne, et le sélectionneur Luis Enrique envoie un message personnel sur Instagram. Oui, une vidéo prise alors qu'il est en train de faire du vélo. Il s'adresse directement à la caméra, directement à sa fille, à Chana, décédée il y a 4 ans auparavant. Il lui dit « Ma fille, aujourd'hui tu auras eu 13 ans et c'est un moment vraiment spécial pour moi. Et je voulais vraiment te le dire alors qu'il est en pleine compétition et que l'Espagne est l'un des favoris pour la Coupe du Monde. C'est un message vraiment qui touche énormément de personnes en Espagne. » Au niveau sportif, l'Espagne concède le nul 1-1 face à l'Allemagne. Ensuite, elle perd contre le Japon 2-1. François David, Luis Enrique est un peu tendu pendant les conférences de presse après ces matchs. Il est très tendu, avec la presse qui est majoritairement madrilène, ça se passe pas bien du tout. Il use beaucoup de provocations, d'ironie. Il s'autoproclame meilleur entraîneur de l'histoire et prend surtout toute la pression sur lui et n'accable surtout pas ses joueurs. Pendant ce mondial, régulièrement, Luis Enrique parle avec les fans directement sur la plateforme de direct vidéo Twitch. Pour embêter la presse madrilène, eh bien, sur les conseils de son fils, il lance sa chaîne Twitch pour s'adresser directement au public. Une chaîne d'ailleurs qui va cartonner, qui va être la chaîne stream la plus suivie d'Espagne. 26 de noviembre, 12:03 en este momento en Doha. Mañana jugamos nuestro segundo partido contra Alemania. Et surtout, il s'amuse. Le 6 décembre, l'Espagne se fait éliminer de ce mondial par le Maroc au stade des 8e de finale et Luis Enrique est démis de ses fonctions 2 jours plus tard. Il est remplacé par un certain Luis de la Fuente qui entraînait jusque-là l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Alors qu'on pensait que Luis Enrique allait prolonger avec l'équipe d'Espagne, il est démis de ses fonctions et je pense que le président de la fédération prend cette défaite-là, cette élimination comme une opportunité.
On se sépare d'un personnage incontrôlable finalement, très compétent mais incontrôlable, et nomme à la place, quelques jours plus tard, un autre entraîneur beaucoup plus lisse, beaucoup plus conciliant avec les médias, beaucoup plus madrilène dans l'âme, et Luis Enrique se retrouve sans poste. Que fait-il dans les mois qui suivent ? Il se fait oublier médiatiquement, il fait juste une interview après le mondial, et après on l'oublie. On sait qu'il voulait prendre du repos, d'être avec sa femme, avec ses 2 enfants qui lui restent, et il fait beaucoup de sport. Beaucoup de natation, beaucoup de cyclisme, beaucoup de course à pied. Il participe régulièrement à ce qu'on appelle les Ironman. C'est une espèce de triathlon, mais où il doit faire presque 4 km en natation, 180 km en vélo et courir pendant 42 km. Donc il se concentre vraiment à fond dans le sport et dans ses investissements. On sait qu'il est très intéressé par les énergies renouvelables et il s'occupe de sa famille en attendant un nouveau poste. Le 25 mai, Le Parisien et le site goal.com annoncent que Luis Enrique va remplacer Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain, ce qui est confirmé officiellement le mercredi 5 juillet. François David, vu d'Espagne, ce départ de Luis Enrique pour Paris, comment est-ce que c'est perçu ? C'est perçu avec beaucoup d'excitation. Et finalement, en Espagne, on a hâte de le voir, Luis Enrique, encore une fois, à la tête d'un énorme projet comme il a eu au Barça. Et les gens, je pense, en Espagne se rendent compte ou pensent que Luis Enrique va être la personne qui va donner ses lettres de noblesse au Paris Saint-Germain et le faire redevenir un club crédible en Europe. En tout cas, en Espagne, oui, on pense que c'est la personne idéale et les jeunes, surtout, ont très très envie de voir ce Paris Saint-Germain de Neymar, de Mbappé, avec Luis Enrique à sa tête. Merci François David. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux, Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire vos retours. codesource@leparisien.fr.